Alors bonsoir à tous, je m'appelle Salah Kamassi, je suis encore étudiant, j'ai 22 ans, donc si vous me nommez à un moment, vous n'êtes pas obligé de dire monsieur. Euh, Actuellement je vous parle depuis Paris, mais je suis de Marseille à l'origine, donc j'habite toujours à Marseille, dans le quartier de la Cabucelle, vers mon collège de l'époque, donc vers Rosa Parks, pour ceux qui y sont encore. Donc j'ai commencé moi l'institut quand j'étais en classe de quatrième. Mon frère lui était en classe de troisième. On a rejoint en même temps. C'était la première année de l'institut à Marseille après avoir fait Avignon. Donc l'institut a bien grandi depuis. C'est extrêmement important pour les familles d'immigrés de réussir scolairement parce qu'on sait que c'est par ça que ça passe et que la réussite, elle est avant tout scolaire. Et donc, on part de là, je suis en quatrième. Monsieur Puel vient faire sa présentation dans le grand amphi du collège Rosa Parks et il nous parle de l'Institut. Moi, ce qui m'a beaucoup plu au début, c'était cette dimension-là d'aller au-delà de ce que je faisais déjà en classe parce que je savais déjà que je voulais faire de longues études. Bon, à ce moment-là, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, hein, c'est normal. Mais je savais que je voulais aller loin dans mes études. J'avais quelques pistes quand même, mais ça restait un peu. Enfin, je pense qu'on connaît un peu tout ça. On a envie de faire quelque chose de grand, mais on ne sait pas encore quoi. Donc, ça aurait pu être médecin, ça peut être homme d'affaires, ça peut être avocat. Vous avez encore toutes les pistes, vous avez le temps d'y réfléchir. Et donc, je savais que je voulais faire des études longues et Monsieur Puel vient nous parler de l'Institut et de cette possibilité d'avoir des cours supplémentaires et donc de s'avancer, de consolider aussi ce qu'on fait en maths et en littérature. Et puis plus tard en lettres de manière générale avec de la philo. Au début, je pense comme beaucoup d'élèves, la réaction qu'on a, c'est ah, je vais devoir travailler pendant les vacances. Donc, c'est la phase par laquelle on passe un peu tous. C'est se dire, ah, je vais devoir consacrer 3 jours minimum en plus à travailler pendant mes vacances. Et on s'en rend pas compte tout de suite quand on est élève, mais on s'en rend compte de plus en plus durant les années de l'institut. Mais ces 3 jours-là qu'on consacre à chaque vacances, c'est une graine que vous semez au début et qui va grandir petit à petit. Et quand vous allez arriver en classe préparatoire au milieu de votre cours de maths et qu'ils vont commencer à vous parler des racines énièmes de l'unité, vous allez vous dire, ah, c'est bizarre, on en a parlé à l'Institut il y a 3 ans. Donc vous voyez que ce que vous allez apprendre maintenant et ce que vous allez découvrir, vous n'allez pas tout de suite comprendre pourquoi on vous en parle. Vous n'allez pas cerner tout l'enjeu qu'il y a derrière l'Institut, mais ça grandit petit à petit. Vous vous en rendez pas compte, mais honnêtement, des cours en plus, ça peut vous faire que du bien parce que là où vous n'avez pas des cours en plus, enfin, ou en tout cas vous avez cette possibilité, mais d'autres élèves des quartiers populaires l'ont pas. Bah, les élèves, pour en avoir côtoyé beaucoup, les élèves des classes, on va dire privilégiées, eux, ils ont des professeurs particuliers, si ce n'est dans toutes les matières. Et ils lisent depuis qu'ils sont petits. Leurs parents ont fait de grandes études et on leur ont quelque part pavé déjà le chemin. Donc il y a je dirais un écart déjà présent, on s'en rend pas compte parce qu'on est collégien, mais il y a déjà un écart dès le début. Donc j'ai rejoint l'Institut. J'ai eu des professeurs, moi, j'en parle beaucoup parce que moi, c'est les professeurs de l'Institut m'ont beaucoup touché dans leur démarche et dans cette volonté de on va dire que c'est plus qu'une simple dimension de transmission de savoir, c'est la volonté de vous, en tant qu'étudiant, là, on vous cible vous, et c'est vous qu'on veut pousser dans dans vos retranchements, et c'est votre potentiel à vous qu'on a envie d'exploiter parce qu'on y croit. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Donc j'intègre le lycée Thiers, je suis toujours à l'Institut à ce moment-là, et je majore à l'époque ma classe de seconde au lycée. Et là, en fait, vous allez montrer que enfin, le lycée avait raison de vous prendre. Et en fait, il faut voir aussi un peu ça euh, quand vous envisagez votre cursus scolaire. Relever des défis pour vous, mais aussi essayer de montrer aux autres, ceux qui n'ont pas cru en vous au début, que peu importe le niveau de difficulté et la hauteur de ce qu'il faut franchir, bah, vous allez pouvoir y arriver. Et ça, je peux vous dire que ça vous motive énormément.
Moi, l'Institut, ça m'a beaucoup aidé sur ce plan-là, parce que à chaque fois que j'ai demandé à m'avancer sur les cours, à chaque fois que j'ai demandé à aller toujours plus loin, on m'a donné cette possibilité. Et donc, je fais mes 3 années au lycée Thiers. Je majore encore la dernière année. Je dis pas ça du tout pour me vanter parce que je déteste ça, mais je dis ça aussi pour que vous compreniez que si moi j'en ai été capable, vous aussi en fait. Faut pas se dire je vais arriver dans un lycée, disons, de Bourges, avec des élèves issus de familles hyper favorisées et que donc je vais être forcément le dernier de la classe. Pas du tout. Vous avez les capacités, vous aussi, d'être premier. Donc, je finis mon lycée tiers avec ma mention très bien, avec mes 19,6 au bac. Et je peux vous dire que ça fait un choc à votre famille quand vos parents n'ont pas eu le bac, quand dans votre famille, personne n'a eu de bac général, et que, bon, juste après mon frère, parce que c'est quand même le premier à avoir eu un bac général dans ma famille. Mais juste après, enfin, vous arrivez, vous êtes la nouvelle génération. On dit souvent qu'il faut plus de 3 voire 4 générations pour changer de milieu social en France. Et là, vous arrivez et vous avez 19,6 au bac. Donc évidemment, on a fêté ça comme il se doit. Et après mon bac, alors je vais vous parler un peu de mon orientation. Donc je vous disais qu'au collège, ça a été un peu difficile de savoir ce que je voulais faire, mais j'avais quand même quelques pistes. Et j'arrive avec les résultats Parcoursup. Je suis admis là où je voulais, c'est-à-dire dans des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc il faut savoir que les classes préparatoires, c'est 2 ans, ça va être hyper intensif, mais ces 2 ans vont vous préparer aux meilleures écoles de France. Donc pour rejoindre la meilleure école d'ingénieur polytechnique, pour rejoindre la meilleure école d'enseignement et de recherche, l'école normale supérieure, pour rejoindre la meilleure école de commerce, HEC, il faut passer par des classes préparatoires. Et donc, j'avais déjà cette vision-là. L'Institut m'a beaucoup aidé sur mes choix d'orientation, sur la préparation en amont, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail que vous allez devoir fournir pendant les classes préparatoires. Et donc, j'avais déjà de la philo depuis la première grâce à l'Institut. J'avais commencé le programme de prépa avec Monsieur Nain, une fine connaissance de ce qui se passe en prépa et du contenu des classes préparatoires. Alors oui, à l'époque, quand j'étais en seconde et en première et qu'on me parlait des maths de prépa, c'est normal de pas tout de suite comprendre et d'avoir un peu de mal. Mais c'est une chose dont je me suis rendu compte, c'est à force de travailler des éléments et des sujets sur des années entières que ça va devenir hyper simple. Donc, ce que vous appréhendez pour la première fois, c'est normal si c'est compliqué. Raison de plus pour les appréhender le plus tôt possible. Parce que quand vous voyez des notions dès le lycée et que vous les voyez en prépa, je peux vous dire que c'est beaucoup plus simple, sachant qu'en prépa, tout va très vite. Donc, c'est beaucoup plus simple et vous gagnez du temps, hein, et qui est un temps précieux. Je précise deux petits points là, sur tout ce que vous venez de dire ça là. Pour résumer votre cursus, vous êtes scolarisé dans un collège d'un environnement difficile à Marseille. Vous intégrez l'Institut Louis Germain. Vous y faites la connaissance de professeurs qui vous ont marqué. Vous parvenez à intégrer le meilleur lycée de Marseille. Vous avez mention très bien au bac et vous êtes pris dans les deux meilleures classes préparatoires de France. Hmm. On peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça. Voilà, donc on va le dire en résumé, quand on vient des quartiers nord de Marseille, quand on vient des quartiers difficiles du Val-de-Marne ou de l'Essonne, si on a du talent, si on travaille, on peut aller très loin et faire de très très belles études. J'espère que vous allez vous retrouver dans cette situation parce que vous vous sentez comme le roi du monde quand vous devez choisir entre Henri IV et Louis le Grand. Mais ça peut être aussi des universités, ça peut être aussi des écoles post-bac. Il y a beaucoup de cursus dans lesquels vous allez ressentir ça. Finalement, j'ai choisi Louis le Grand, donc j'ai fait des classes pour préparer les concours des écoles de commerce au lycée Louis le Grand. Euh,
j'avais cette fierté-là d'avoir été major en culture générale et je sais que c'est grâce à l'institut. Tout simplement parce que autant les maths, on peut se dire: «C'est du talent» ou «C'est quelque chose d'inné» ou «C'est de la préparation» et cetera. Autant la culture générale, ça ne s'invente pas, et c'est vous face à vous-même. Et je sais que si j'avais pas eu cette préparation de l'institut, si je surtout les livres, par pitié, lisez les livres de l'institut. Ils ne sont pas là juste pour décorer vos bibliothèques, parce que c'est en lisant vous pouvez pas savoir à quel point, lire ça va vous changer votre vie. Ça peut Vous être pouvez répéter cette phrase? Vous pouvez pas savoir à quel point lire ça va vous changer votre vie. Ça peut être Alors d'abord, lisez ce qui vous intéresse. Si c'est pas la littérature, c'est pas si grave. Il faut en lire un peu aussi, mais c'est pas si grave. Il y a de la philosophie, il y a de l'histoire, il y a de la sociologie, il y a des sciences politiques. Libre à vous de vous intéresser au domaine, qui vous intéresse tout simplement, ne vous limitez pas à la littérature, c'est seulement, les romans de Balzac. Donc même s'ils sont très bien. Mais ouvrez vos champs des possibles et le plus important, c'est lire, peu importe ce que vous lisez. Parce que ceux qui réussissent le plus, c'est toujours ceux qui lisent le plus. Ça, je le dis beaucoup, parce qu'on s'en rend compte de plus en plus quand on avance. Et plus vous avancez dans vos études, plus on va exiger de vous de lire beaucoup. Et des textes de plus en plus complexes. Et donc, je finis mes 2 ans de classe préparatoire. J'intègre l'école de commerce que je souhaitais, donc HEC Paris. Dans une des 3 plus grandes écoles de commerce européennes. Exactement. Voilà, ça on peut le dire. Et donc ça vous ouvre un champ des possibles, surtout financier, qui est plutôt intéressant. Actuellement, donc pour la fin de je suis toujours étudiant à HEC, je finis, en 2026, en juin 2026 et je suis actuellement en double diplôme avec Sciences Po Paris, donc pour ceux qui connaissent, parce que, heu, c'est une école qui m'intéresse beaucoup pour son histoire, pour ce qu'elle porte dans l'élite, française, et cette capacité formidable qu'elle a à créer, les personnalités. Enfin, moi, une chose qui m'a beaucoup stimulé pendant ma scolarité, c'est de me dire systématiquement quand je conseille pas forcément de le faire, mais ça peut vous guider. Quand je voyais une figure à la télé, j'aimais bien googler, très rapidement les études qu'elle avait faites, juste pour avoir un peu une idée et vous verrez qu'il y en a beaucoup qui ont fait Sciences Po et à raison parce que, Sciences Po, c'est une école formidable avec des cours très intéressants. Donc là, je suis en train de réviser mes cours, en dehors du campus, sur la dette publique et ce qui est fou, c'est que vous passez de l'autre côté. Il est possible que vous fassiez, vos premiers stages ou vos premières res expériences professionnelles parce que ça peut, aussi susciter beaucoup d'envie et renforcer la motivation des élèves de l'Institut Germain à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, j'ai déjà effectué un premier stage, donc chez une entreprise peu connue, qu'on va appeler Amazon. Je l'ai f Et ce qui était fou, c'est que pour la première fois, je recevais un salaire et pour la première fois, le salaire que j'ai eu en tant que stagiaire était plus élevé que le salaire de mes parents en quasi fin de vie active et ça, je peux vous dire que ça fait un choc, parce que quand vous êtes payé 2 400, donc j'étais dans la tech, donc c'est 2 400 €, que vous êtes payé en stage. Mais quand vous savez que certains stages auxquels vous pouvez prétendre, je vais citer très rapidement, JP Morgan ou, Goldman Sachs, qui sont des grandes banques américaines, où on vous paye en stage 5 000 € ou 7 000 €, c'est nouveau chez Goldman pour s'aligner sur, les prix du marché. Quand vous êtes payé en stage 5 000 à 7 000 €, je peux vous dire que, faire des études, c'est plutôt rentable, finalement. Donc on peut le faire pour la passion. Moi, je l'ai plutôt fait pour la passion. Mais avoir un bon salaire de sortie, c'est quand même pas mal et il faut se rendre compte que, avec 7 000 € en stage, je vous laisse pas imaginer ce que vous touchez en CDI et là, pour mon prochain stage, du coup, je suis en pleine recherche. J'essaye de faire un stage en ambassade. Donc pour l'instant, j'ai postulé au Brésil parce que j'ai eu la possibilité d'aller au Brésil récemment grâce au salaire d'Amazon. Et donc, ça m'a beaucoup plu et je me dis: «Pourquoi pas retourner en ambassade au Brésil?» mais
le hasard de la recherche parce que le secteur des ambassades, c'est très précis et les destinations sont plutôt hasardeuses. Je vais peut-être me retrouver aux États-Unis, je vais peut-être me retrouver au Brésil, en Turquie, en Chine. Euh, je vous redirai dans quelques mois où où je suis allé finalement. Mais c'est ça aussi l'intérêt de faire des études, je dirais, ambitieuses, c'est que vous rentrez dans une sorte d'aventure de vie qui va vous faire expérimenter des choses dont vous rêviez quand vous étiez petit. Pour moi, le rôle de diplomate, les gens qui travaillent en ambassade, c'était même pas dans mon imaginaire, c'était pas du tout envisageable. Et le fait d'avoir cette possibilité-là et de pouvoir l'expérimenter, bah, ça change beaucoup de choses et beaucoup votre vision rétrospective, je dirais, sur votre parcours. Alors, j'ai des petites, j'ai des premières questions qui sont tombées. Je vais vous les soumettre dans l'ordre chronologique. La première correspond au début de votre intervention et c'est la suivante. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller à l'Institut Louis Germain? En gros, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce dispositif alors que vous n'en faisiez pas partie jusqu'alors? Euh, Deux choses. D'abord, j'ai une curiosité intellectuelle, je pense que tout le monde a. J'aime beaucoup apprendre des choses un peu aléatoires, et ça depuis tout petit. Deuxième chose, je déteste perdre. Et, euh, et je pense que ma famille m'a assez parlé de ce que c'était que réussir dans la vie pour me dire que 10, 15 ans plus tard, je voulais réussir. Et quand on me met face à une situation où j'ai deux chemins, un chemin difficile mais qui va me mener vers de très belles choses, donc l'Institut, et un chemin facile qui est celui de... Enfin, je suis très fan d'animé, hein, pour ceux qui... Je sais que ça ne saute pas de génération, mais tout ce qui est animation japonaise, j'en ai regardé beaucoup. Mais il y a cette voie facile de est-ce que je vais me faire les 700 épisodes de Naruto ou est-ce que je vais aller à l'Institut pendant mes vacances d'été? Et il y a un chemin plus agréable que l'autre, mais il y a un chemin qui va pas vous rapporter la même chose à la fin. Pas les mêmes diplômes, pas les mêmes salaires et pas la même fierté dans les yeux de vos parents. Et ça, je pense que je me devais de montrer à mes parents quand vous allez postuler pour des emplois, vous allez devoir postuler beaucoup, beaucoup plus que quelqu'un qui va s'appeler François et qui a un phénotype blanc, disons. Et ça, on s'en rend pas compte au collège, ou en tout cas pas totalement, parce que c'est quand vous entrez dans le monde de l'emploi, si vous n'avez pas les diplômes, on va vous juger sur votre couleur de peau. Et donc ça, je refusais de perdre face à quelqu'un et aller chercher ces diplômes, aller chercher la fierté dans le regard de ma famille, bah, je pense que ça vaut quand même quelques jours de vacances dans l'année. Alors, il y a d'autres questions sur, par exemple, quelles sont les spécialités que vous avez choisies au lycée? Alors moi, à l'époque, j'avais pas de spécialité, Mhm. parce que je suis un vieux, hein, moi je suis un dinosaure, même si j'ai que 22 ans. C'était les bacs, donc les filières, donc filière S pour scientifique, filière économique, filière littéraire. Moi j'ai fait filière scientifique. Pourquoi filière scientifique? Donc ça correspond aux matières mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre. Parce que c'est celle qui vous laisse le plus longtemps possible. Et quand on est un élève, enfin, je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça. Quand on entre dans un enseignement supérieur et qu'on a envie, après une famille qui n'a jamais connu ce milieu, qu'on a envie d'en découdre, si je peux dire ça comme ça, et qu'on a beaucoup d'ambition, on veut toujours se cantonner au chemin classique, je dirais le chemin, ouais, celui qui finalement mène vers le plus facilement, ou en tout cas avec le plus de sûreté, vers la réussite, même si la réussite c'est pluriel. Et donc, à mon époque, je pense que c'est quand même resté pas mal le cas, il fallait faire une filière scientifique parce que vous ne fermez aucune porte. En prépa, si vous avez fait une filière scientifique, vous avez accès aux trois filières, littéraire, scientifique, économique. Et ça ne vous donne pas de retard.
Souvent, c'est même enfin, à mon époque, c'était souvent les gens, enfin, les élèves de filières scientifiques qui réussissaient le mieux, et ce, dans les 3 filières. Aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé, mais si vous avez un doute sur ce que vous voulez faire plus tard, je ne peux que vous conseiller de prendre des matières scientifiques. Parce que et ne lâchez pas les mathématiques, si vous lâchez les mathématiques, ça va être très compliqué de rentrer dans des filières parce que vous en avez partout. Actuellement, je fais de l'économie. Dans l'économétrie, vous avez des mathématiques. Quelle qualité faut-il avoir pour survivre en classe préparatoire? Hem, alors je vais vous donner une chose qui était pas forcément mon cas à l'époque, mais qui vous garantit de réussir. Alors que enfin, ma prépa a été une expérience extrêmement personnelle parce que j'ai développé du fait de mon parcours un mode de travail très, voire trop autonome par moment. Mais je dirais la discipline. C'est une chose que vous allez découvrir. On peut pas tout faire avec de l'envie, et c'est aussi pour ça que l'institut vous forge déjà, parce que vous allez pas tout le temps avoir envie. Il y a des moments où on n'a pas envie et c'est normal. Heu, Par contre la discipline, parce que travailler, c'est tout le temps qu'il faut travailler, même quand on n'en a pas envie. Parce qu'à un moment vous vous arrêtez et là vous allez louper 3 cours et vous allez louper, les matières les plus importantes. Hem Tout simplement, et donc ça va être dur de revenir, et en fait, plus vous attendez, plus le mur qui se construit face à vous, il va être important, et pour Quand pas vous avoir ce parlez de discipline, c'est de la rigueur, en fait, j'imagine. C'est de l'exigence vis-à-vis de soi-même, c'est oui, de s'imposer des choses, que, naturellement, on n'a pas envie de s'imposer parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, mais on sait que c'est par là qu'il faut en passer. exactement. Les études, on s'en rend beaucoup compte, mais dites-vous qu'en fait, c'est normal aujourd'hui de se dire, «Ouais, mais j'ai pas envie de commencer, j'ai pas envie de travailler, énormément, je veux juste faire le minimum». C'est normal de penser ça. On se dit: «Si le minimum est passé jusqu'à présent, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait?» Sauf qu'il y a un moment où ça va plus suffire, et si ce moment, il vous arrive disons les choses clairement, en pleine gueule, bah, c'est déjà que c'est trop tard. Puisque la discipline et la rigueur, c'était avant qu'il fallait la développer, et donc je dirais que si vous avez de la discipline et de la rigueur en prépa, vous pouvez réussir. Je dirais à titre personnel, enfin la discipline, ça marche tout le temps. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, hem, c'est ma recherche d'optimisation permanente. C'est-à-dire que les cours, c'est extrêmement intéressant, mais quand vous êtes face à des concours, parce que les classes préparatoires, ça vous mène à des concours, il faut être aussi efficace. Il faut choisir, il faut sélectionner, et si vous arrivez à sélectionner les bons éléments, vous pouvez énormément réduire votre charge de travail. Donc rigueur et optimisation. Alors, est-ce que cette, rigueur, est-ce que cette exigence, vis-à-vis de soi, ça se travaille? Et si oui, comment? Et complément de la question, à quel moment? Est-ce que je vous oriente un peu dans votre réponse, mais est-ce que ça se fait au dernier moment ou il vaut mieux le faire le plus tôt possible dans sa scolarité? Et évidemment, le plus tôt possible. Quand on est un bon élève issu des classes enfin, issu des classes populaires, souvent on a une sorte de capacité naturelle, et c'est souvent un truc sur lequel on se repose beaucoup. Sauf qu'il y a un moment où ça ne suffit plus, et si vous n'avez pas développé cette discipline très tôt, parce que plus vous la développez tôt, plus vous allez être en capacité d'affronter n'importe quel problème, mieux c'est, et comment est-ce qu'on peut développer cette discipline? Première notion, supprimer TikTok. Je le dis, avec, le plus gros regret, de ma scolarité n'a pas a été de ne pas supprimer plus tôt TikTok. J'ai eu TikTok en classe préparatoire, ça a mangé beaucoup de temps malheureusement sur le temps, que j'aurais dû passer à travailler. Ça veut pas dire que vous pouvez pas réussir si vous avez TikTok. Je dis simplement que ça va tuer votre concentration, mais à un point que vous pouvez pas imaginer. Vous allez vous retrouver, c'est presque automatique. On swipe, et on se rend même plus compte qu'on est en train de swiper, et la concentration, une fois que vous la perdez, c'est très, très, très difficile de la récupérer. Qu'est-ce qui peut, au contraire, travailler votre, concentration?
la lecture. Parce que quand vous vous posez devant un livre et que vous consacrez un certain temps juste à comprendre ce que vous êtes en train de lire, pas le faire juste passivement, ça va entraîner votre cerveau. C'est un temps de calme parce que vous êtes loin des écrans. Ça ne peut être que bénéfique. Donc, supprimez TikTok par pitié. Je sais que c'est compliqué. N'allez pas regarder les réels Insta. C'est la même histoire. Ça va pas vous arranger. Pour les plus tendancieux, les shorts YouTube, on oublie aussi. En fait, tout ce qui va être scrolling, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Et plus tôt vous tombez dedans, plus ça va être compliqué. Donc, imaginez-vous le différentiel qui se crée entre un élève qui n'est pas sur qui n'utilise pas son téléphone. Parce que plus on monte dans les classes sociales, plus l'utilisation du smartphone, bizarrement, elle est faible. Donc, lui lit depuis qu'il est petit, et vous qui scrollez depuis que vous êtes petit. Donc, ayez toujours ça en tête. Alors, ensuite, il y a des questions sur votre futur, votre avenir. Sciences Po, généralement, les gens vont préparer ce qu'on appelle l'école nationale d'administration, qui aujourd'hui s'appelle INSP, il y a un changement de nom. Et cette école, c'est l'école qu'a fait la plupart des présidents de notre Cinquième République aussi. On l'appelle l'antichambre du pouvoir, parce que il y a tellement de... En fait, tous les gens que vous voyez à la télé, dans les ministères, dans les gouvernements qui se succèdent, et au Parlement, la plupart, ils sont passés par l'ENA, ce qu'on appelle l'ENA. Et donc tout le monde se connaît en fait. Et ils sont souvent des mêmes promotions. Et donc en fait, c'est un milieu. Souvent, on peut les voir à la télé et se dire qu'en en fait, ils se détestent, alors qu'en fait, ils sont amis depuis qu'ils sont à l'ENA ensemble. Donc il y a déjà hommes politiques. Globalement, les hommes politiques passent beaucoup par Sciences Po et par ensuite l'école, enfin l'ENA, donc qui est devenue INSP. Mais vous pouvez globalement tout faire parce que à la sortie, à Sciences Po, vous avez plusieurs écoles. Vous pouvez faire du journalisme à Sciences Po, vous pouvez faire du droit, vous pouvez faire de la recherche, vous pouvez faire de la finance à Sciences Po. Donc en fait, dites-vous qu'en fait les grandes écoles françaises ont ce truc particulier de ne vous fermer quasiment aucune porte. C'est le cas de Sciences Po, et c'est aussi pour ça que moi j'étais intéressé par ces écoles-là. Pour les postes à côté HEC, ça va plutôt être des missions financières, même si beaucoup font aussi de la politique, parce que finalement, le milieu est assez fin. Comment avez-vous fait? Vous y avez déjà un peu répondu, mais je pense qu'il faut peut-être marteler le message. Comment avez-vous fait pour ne pas abandonner l'envie de lâcher l'Institut Germain et vos études? Et je dirais, je vais répondre en plusieurs points. Le premier, c'est qu'on connaît tous des élèves qui ont quitté l'Institut Le Germain. Euh, vous vous en rendez pas encore compte, parce que c'est seulement après l'écart que va creuser l'enseignement supérieur qu'on le voit réellement. Euh, mais souvent, ceux qui ont arrêté l'Institut, ils sont pas allés dans le supérieur. Enfin, c'est une chose que je constate. Souvent, c'était des élèves qui avaient des résultats assez similaires aux miens quand on était au collège ou quand on était au lycée. Euh, mais ils ont arrêté l'institut et le hasard a voulu que dans l'enseignement supérieur, très peu y sont parvenus, en tout cas moins que les élèves qui sont restés jusqu'au bout à l'institut. Moi, mes potes qui sont restés jusqu'au bout à l'institut, aujourd'hui, ils sont en double formation, école de commerce, ingénieur. Ils ont fait des masters de droit. Ils sont actuellement en master de droit. Donc, il faut se dire que l'institut, ça vous pousse jusqu'au bout. Et si vous n'avez plus l'institut, qu'est-ce qui va vous pousser en fait? Quelle va être votre jauge? Parce que déjà, avoir des élèves qui veulent aussi réussir, s'entourer d'élèves qui veulent réussir, c'est 50% du travail. Les 50%, c'est vous qui travaillez. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et donc, qu'est-ce qui vous fait tenir? C'est est-ce que vous voulez déjà marquer votre cursus scolaire par un renoncement? Parce que si vous renoncez à l'institut, quel va être le prochain pas? À quoi vous allez renoncer après? Et donc, il faut se dire ça. À quoi je renonce quand je renonce à l'Institut Louis Germain? Euh, si vous ne vous plaisez pas à l'Institut, c'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas assez en demande de quelque chose en particulier. Si vous voulez travailler telle chose en maths plutôt que autre chose, n'hésitez pas à en parler avec le professeur.
Après, souvent, ce qu'ils vont vous faire, c'est des choses qui vont vous aider. Donc, faut pas l'oublier. Même si ça peut être difficile, hein. Apprendre, c'est jamais facile. Là, je suis en train d'essayer d'apprendre des articles de la Constitution. C'est pas facile, hein. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énervement, mais il faut le faire à un moment donné. Donc, pensez, l'institut, c'est comme le travail. On dit souvent que le mot travail vient de trépalium, qui veut dire outil de torture à la base. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit la vraie racine du mot. Mais je trouve l'anecdote quand même assez drôle, parce que le travail, c'est pas censé être agréable. Ça l'est pas toujours. Mais c'est souvent à force d'en faire qu'il devient agréable. Parce que moi, j'aurais jamais pu avoir des cours aussi intéressants que ceux que j'ai aujourd'hui si j'étais pas passé par des choses difficiles avant. Et donc, il faut se dire ça. Et pensez toujours à vous travaillez pour votre famille. Vous avez envie de rendre fiers vos parents, et ça, j'en suis sûr. Donc, si vous avez plus de motivation, si vous savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, et que vous n'avez pas d'ambition, ça peut arriver aussi. Il y a des moments où on ne sait pas ce qu'on veut faire, voire on ne veut rien faire. Est-ce que vos familles, elles ne méritent pas que vous alliez jusqu'au bout? Est-ce que vous n'avez pas envie de les rendre fiers? Est-ce que vous n'avez pas envie de voir le visage de vos familles quand vous allez leur apporter votre diplôme du bac et votre mention au bac, puisque vous allez avoir une mention? Est-ce que vous voulez pas voir ce visage quand vous allez avoir votre premier salaire? C'est lointain pour vous, mais imaginez-vous, mettez-vous dans des situations très concrètes, et je peux vous dire que ça peut vous motiver à rester à l'Institut Louis Germain. Si vous avez des mauvais résultats, au collège, c'est plutôt un manque de travail, ou alors une méthode qui n'est pas la bonne. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à communiquer. Et donc, quand on est dans ce genre de situation où ça va mal et on ne sait pas pourquoi, ben, l'institut, il est là pour ça aussi. L'institut, c'est pas seulement un professeur qui va vous donner des cours en amphithéâtre, vous notez et vous apprenez chez vous. Non, c'est aussi un être humain que vous avez en face de vous qui est là pour vous accompagner. Et si vous lui demandez de vous aider sur un sujet précis, il va vous aider sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en difficulté sur certaines matières, d'en parler avec l'institut. Le témoignage, à mon avis, c'est la mère de quelques enfants qui font partie de l'Institut Louis Germain. Monsieur Salah Kamassi, je tiens à vous remercier pour votre témoignage qui motive mes enfants à travailler davantage et sérieusement. Bon, eh bien, écoutez, Monsieur Kamassi, moi aussi, je vous remercie d'avoir pris ce temps. Je vous remercie d'avoir porté ce témoignage auprès de nos élèves. Et puis, je veux dire à tous ceux qui sont encore en ligne combien Monsieur Kamassi est quelqu'un d'estimable. Et il a une qualité dont il n'a pas parlé, parce qu'il est modeste, c'est il sait faire preuve de gratitude, il sait faire preuve de reconnaissance et il sait s'investir pour les autres. Et à chaque fois que je le mobilise, que je le sollicite pour parler à des élèves de l'Institut Louis Germain, il dit oui. Et je vois en lui beaucoup de générosité et je l'en remercie très sincèrement au nom de toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence. Et là, je vois effectivement les remerciements qui tombent. Merci beaucoup, Salah. Bonne Euh, continuation. Un grand merci pour cette intervention très motivante pour les élèves. Merci beaucoup, Salah. Bonne continuation. Voilà, donc ça tombe. Vous avez, comme on dit, vous avez fait mouche, Salah. Merci beaucoup. À très vite. Un dernier message que je lis, parce que je pense c'est peut-être le plus important. Et c'est merci, Salah. J'ai plus confiance en moi. Ça me touche. C'est Et il beau faut ça. apprendre. Intervention extraordinaire. Un grand merci. Bon, j'arrête parce que sinon, Monsieur Kamassi, il va plus se sentir là. Bon, merci à tous. À très bientôt. Et je confirme également à tout le monde que nous allons continuer ce cycle de conférences parce que je pense que il est très enrichissant pour tout le monde et c'est fondamental à mes yeux que vous puissiez tous vous inspirer d'exemples comme celui de Salah. Merci beaucoup.